Chers étudiants, bonjour. Alors, après avoir traité un certain nombre d'exercices sur la fonction cardiovasculaire, alors à partir de cette vidéo, on s'intéresse maintenant à faire aussi quelques exercices sur la fonction respiratoire. Alors aujourd'hui, on va traiter deux exercices très simples. C'est des questions à choix multiples, QCM. Alors, la première série de questions qu'on va traiter. Alors, d'abord, vous avez, dans ce premier exercice, vous avez une dizaine de questions et pour chaque question, vous avez un certain nombre de réponses qui sont proposées. Et parmi ces réponses, il y a une seule qui est juste. Donc, il n'y a pas deux réponses justes, mais il y a une seule qu'il faut souligner ou qu'il faut cocher. Et devant ce type de questions, les QCM, première chose, c'est de bien lire la question. Lire toutes les réponses, je dis bien il faut lire toutes les réponses, même si la première, par exemple, vous lisez la première et vous semble c'est la réponse juste, ben vous continuez à lire et je vous propose de procéder par élimination, c'est-à-dire j'élimine déjà les réponses qui me semblent logiquement fausses, donc je les supprime, comme ça j'aurai peu de réponses à choisir et bien sûr ça va augmenter la probabilité de cocher la bonne réponse. Alors, la première question, c'est parmi les muscles suivants, lequel est un muscle non inspiratoire? Donc là, on vous donne un certain nombre de réponses, un certain nombre de muscles, 4 propositions, et on vous dit lequel des 4 est un muscle non inspiratoire, c'est-à-dire c'est un muscle expiratoire. Donc sachez qu'il y a deux types de muscles, ceux qui interviennent dans l'inspiration et ceux qui interviennent dans l'expiration. Alors je lis, on a le diaphragme, le scalène, les muscles abdominaux et les muscles intercostaux externes. Alors pour les muscles intercostaux externes, alors d'abord j'élimine les réponses qui sont fausses. Les réponses qui sont fausses, la première, le diaphragme est-il un muscle non inspiratoire? C'est faux. C'est un muscle inspiratoire. C'est le principal, enfin l'un des principaux muscles inspiratoires. Donc la première, elle est fausse. La deuxième, le scalène et les muscles intercostaux externes sont aussi des muscles inspiratoires. Donc ce sont aussi des réponses qui sont fausses. La bonne réponse qui reste, ce sont les muscles abdominaux. Alors les muscles abdominaux, ce sont des muscles expiratoires et qui sont surtout sollicités lorsqu'il y a une expiration forcée. Donc la bonne réponse, c'est celle-ci. Deuxième question. Lors de l'expiration, le diaphragme descend vers l'abdomen, il remonte vers le thorax, ou bien le diaphragme ne change pas de niveau. Donc vous savez que lors du cycle respiratoire, inspiration ou expiration, le volume de la cage thoracique va changer dans tous les sens, en avant, en arrière, latéralement et aussi dans d'autres dimensions. Alors on vous dit que dans la deuxième phase du cycle, c'est-à-dire au cours de l'expiration, est-ce que le diaphragme va remonter vers le haut ou vers le bas, ou bien il ne va pas changer de position? Première réponse qui est fausse, c'est la dernière, puisqu'on sait que le diaphragme, c'est un muscle inspiratoire et lorsqu'il se contracte, il va changer de position. Alors, va-t-il remonter vers le thorax ou descendre vers l'abdomen? Là, il faut voir. Là, puisqu'on parle de l'expiration, qu'est-ce qui se passe concernant le volume de la cage thoracique lors de l'expiration? Ce volume, il va diminuer, ce qui veut dire que logiquement, le diaphragme, lorsqu'il va se relâcher, donc il va remonter vers le diaphragme et non pas descendre vers l'abdomen. Donc la réponse qui est juste, c'est que lors de l'expiration, le diaphragme va remonter vers le thorax. Bien. Troisième question. Les voies conductrices de la respiration sont les alvéoles, la cavité buccale, la trachée, les bronches et les bronchioles. Les voies respiratoires qui conduisent de l'air. Vous savez qu'il y a deux zones, ou bien deux parties dans le système respiratoire. Il y a des voies qui conduisent de l'air et il y a des zones où il y a les échanges gazeux.
donc ce qu'on appelle la zone conductrice, et la zone respiratoire. Alors, les voies qui conduisent ou bien conductrices de la respiration sont-elles les alvéoles? C'est faux, parce que c'est au niveau des alvéoles que se font les échanges. Est-ce que c'est la cavité buccale? Peut-être, mais surtout, ce sont la trachée, les bronches et les bronchioles, parce que ces voies, l'air ne fait que passer, donc il est conduit, mais il n'y a pas d'échange. La bonne réponse, c'est la troisième. Les voies conductrices de la respiration sont la trachée, les bronches et les bronchioles. Alors, on va passer maintenant à la deuxième, la suite des... Alors, la suite des questions. Alors, quatrième question, la cellule alvéolaire qui produit le surfactant est le pneumocyte 1, la cellule à mucus et le pneumocyte 2. Vous savez que le surfactant, c'est un liquide qui est produit par l'épithélium alvéolaire, donc il est produit à l'intérieur de l'alvéole, donc il va tapisser le côté interne de l'alvéole. Ça permet de réduire la tension superficielle et de maintenir un volume de base de l'alvéole, donc ça empêche une rétraction de l'alvéole. Alors, quel type de cellules produisent le surfactant? D'abord, la réponse qui est fausse, c'est la deuxième, la cellule à mucus. Les cellules à mucus sont des cellules qui produisent du mucus, on les a vues, mais c'était au niveau de la trachée. Donc, il y a des cellules à mucus, il y a des cellules à cils. Les cellules à mucus produisent le mucus, donc ce n'est pas la deuxième. Alors, il nous reste les pneumocytes 1 et le pneumocyte 2. Alors, parmi lesquels, ces deux types de cellules qui produisent le surfactant. La différence entre ces deux cellules, c'est que déjà, ils ont une forme géométrique qui est différente. Il y a des cellules aplaties, il y a des cellules qui sont sous forme cuboïdale. Les cellules qui produisent le surfactant, ce sont le pneumocyte 2. Les premières, ce sont les cellules qui sont impliquées directement dans les échanges alvéolo-capillaires. Cinquième question. L'espacement anatomique permet les échanges entre l'air et le sang, ou l'humidification et le réchauffement de l'air, ou bien est-ce qu'il effectue les échanges entre le sang et les tissus? Comme son nom l'indique, l'espace mort anatomique, c'est un espace ou bien c'est un volume qui va ne subir aucun échange. Donc, ni des échanges gazeux entre l'air et le sang, ni les échanges gazeux entre le sang et les tissus. Donc, la première et la troisième réponse sont complètement fausses. Mais ce qui se passe au niveau de l'espace mort anatomique, donc au niveau des voies qui conduisent de l'air, ça permet d'humidifier et de réchauffer de l'air en plus d'un rôle épurateur ou bien un rôle de protection contre les corps étrangers qui peuvent être présents dans l'air inspiré. Donc la réponse qui est juste, c'est la deuxième. L'espacement anatomique permet l'humidification et le réchauffement de l'air. Alors, la sixième question, la capacité vitale pulmonaire est-ce le volume résiduel? Est-ce la capacité pulmonaire totale? Ou bien est-ce que c'est la somme du volume courant, le volume de réserve inspiratoire et le volume de réserve expiratoire? Ce n'est pas la première, ce n'est pas la deuxième, mais la bonne réponse est la troisième. Donc, ça tient compte, la capacité vitale pulmonaire, ça tient compte d'un certain nombre de volumes. Donc, le volume courant, le volume qui est mis en réserve lors de l'inspiration et celui mis en réserve lors de l'expiration. Donc, c'était la sixième question. La suite. Donc, il nous reste 4 questions à traiter. La diffusion du gaz à travers la barrière alvéolo-capillaire est inversement proportionnelle à son épaisseur, inversement proportionnelle à la solubilité du gaz, inversement proportionnelle à sa surface.
D'abord, vous savez que les gaz diffusent à travers deux membranes, deux barrières, la barrière, enfin l'épithélium alvéolaire et l'endothélium du capillaire. L'oxygène, il va passer de l'alvéole vers le sang et le CO2 va diffuser du sang vers l'air alvéolaire. Et ce passage, il est conditionné par un certain nombre de paramètres physiques qui sont la surface offerte pour les échanges, l'épaisseur de cette barrière alvéolo-capillaire, la différence de pression entre les deux milieux et bien sûr aussi l'épaisseur. Alors, la diffusion du gaz à travers cette barrière alvéolo-capillaire, est-ce qu'elle est inversement proportionnelle à son épaisseur ou inversement proportionnelle à la solubilité du gaz ou inversement proportionnelle à sa surface? Alors, qu'est-ce que ça veut dire inversement proportionnel? Inversement proportionnel, c'est-à-dire qu'on a deux paramètres qui évoluent dans deux sens opposés. Par exemple, je dis plus le paramètre 1 augmente, ça veut dire que le deuxième paramètre, il va diminuer. D'accord? Donc, c'est inversement proportionnel. Si c'est proportionnel, c'est toujours dans le même sens. Plus 1 augmente, plus le 2 augmente. Plus le 1 diminue, plus le 2 diminue. Alors, concernant la surface, on sait que plus la surface offerte par les alvéoles est grande, plus la diffusion des gaz est grande. Ce qui veut dire que la troisième réponse, elle est fausse. Vous savez qu'il y a à peu près, disons, à peu près 300 millions d'alvéoles, ce qui va offrir une surface totale de 100 mètres carrés. Plus la surface est grande, plus les échanges ou bien la diffusion des gaz à travers cette surface est grande. La deuxième réponse, inversement proportionnelle à la solubilité du gaz, là aussi c'est faux. Parce que plus un gaz est soluble, plus il va diffuser rapidement. Donc le CO2, il est soluble, l'oxygène, il est soluble, mais le CO2, il a une solubilité plus grande que celle de l'oxygène, ce qui fait que ce sont deux paramètres qui évoluent dans le même sens. Plus le gaz est soluble, plus sa diffusion est grande. La deuxième réponse, donc, elle est aussi également fausse. Donc ça nous reste la première. Donc forcément, la première, c'est la réponse qui est juste. Et la diffusion du gaz, elle est inversement proportionnelle à son épaisseur, à l'épaisseur de la barrière alvéolo-capillaire. C'est logique. Plus l'épaisseur est grande, plus le gaz trouve des difficultés à passer. Ou bien plus l'épaisseur de la barrière alvéolaire est petite, plus le gaz il va diffuser facilement. Donc la première réponse, c'est celle qui est juste. Inversement proportionnelle à son épaisseur. 8. L'humidité des voies respiratoires réduit la pression partielle d'oxygène, ne change pas la pression partielle d'oxygène, augmente la pression partielle de l'oxygène. Les voies respiratoires, c'est un espace qui est humide. Par exemple, si on se trouve dans un milieu qui est sec ou bien moins humide, le fait que l'air va passer dans les voies respiratoires, avant d'arriver au niveau des alvéoles, l'air doit être humidifié. Alors le fait que l'air soit humidifié, cela veut dire qu'il y a de l'humidité dans ces voies, et l'humidité c'est de la vapeur d'eau. Et la vapeur d'eau, ça prend de l'espace. Alors, le fait que les voies respiratoires soient des espaces, soit un espace qui est humide, est-ce que ça va changer la pression partielle de l'oxygène? Changer, c'est-à-dire est-ce que ça va la réduire ou bien ça va l'augmenter, ou bien ça ne va pas l'affecter? Donc on a vu précédemment dans le cours que le fait que le milieu soit de plus en plus humide, ça va changer la pression partielle du gaz. Automatiquement, la deuxième réponse, elle est fausse. On dit que l'humidité ne change pas la pression partielle si elle change. Donc, soit elle augmente, soit elle diminue. Alors, il nous reste la première et la dernière. Réduit-elle ou augmente-t-elle la pression partielle de l'oxygène? Alors, je rappelle que la pression partielle de l'oxygène dans l'atmosphère, elle est estimée à peu près, on a dit, à 160 mm de mercure, donc c'est une fraction de 21%, juste par le fait que l'oxygène passe de l'atmosphère vers les voies respiratoires qui sont humides, et là, il y a une certaine pression due à la vapeur d'eau qui est estimée à 47 mm de mercure. Donc là, il faut tenir compte de cette pression. Donc pour calculer la nouvelle pression partielle alvéolaire dans les voies respiratoires de l'oxygène, donc ça sera
21%, multiplié par 760, à laquelle on va retrancher 47 mm de mercure. Et lorsqu'on fait ces résultats, on voit que la pression, elle n'est plus 160 mm de mercure, mais là, elle va descendre d'un petit palier, elle va passer à 150 mm de mercure. Donc, la réponse qui est juste, c'est la première, l'humidité des voies respiratoires, elle réduit la pression partielle de l'oxygène. Elle est exactement 150 mm de mercure. L'avant-dernière question, la fraction, c'est-à-dire le pourcentage, la fraction de l'oxygène dans l'air alvéolaire, est-ce qu'elle est 21%, 5,6% ou 14%? Alors là, c'est normal, il faut retenir les valeurs, on est obligé. Parmi les trois réponses, il y a une réponse qui est fausse. La réponse qui est fausse, c'est un pourcentage, non pas pour l'oxygène, mais c'est un pourcentage pour le CO2. C'est 5,6. 5,6, c'est faux. D'accord? Alors, il nous reste le pourcentage 21% ou 14%, mais là, on précise le pourcentage de l'air, de l'oxygène à l'intérieur de l'alvéole. Alors, vous savez que la fraction de l'oxygène dans l'air atmosphérique, vous savez ça, c'est 21%. Donc, ce qui reste, c'est quoi? Donc, la première réponse, elle est fausse. Ça, c'est au niveau de l'atmosphère. Ça, c'est pour le CO2. La réponse qui est juste, c'est 14%. Et le fait que la fraction de l'oxygène soit plus basse au niveau de l'alvéole, là aussi, ça va réduire encore la pression partielle de l'oxygène. On a dit que c'était 160 mm de mercure au niveau de l'atmosphère, 150 mm au niveau des voies respiratoires parce qu'il y a de la vapeur d'eau. Mais lorsque l'oxygène arrive au niveau des alvéoles, on n'a plus 150 mm de mercure, mais on a une valeur beaucoup plus basse. Qu'est-ce qui a changé ici? Ce n'est pas parce qu'il y a de l'humidité ou pas, mais c'est parce qu'il y a des échanges. L'oxygène, lorsqu'il se trouve dans l'alvéole, il va passer vers le sang. Donc on n'aura pas 21% dans l'alvéole, on n'aura que 14%. Alors, si on calcule la pression partielle de l'oxygène alvéolaire, donc on va écrire c'est 14%, multiplié par 760, moins 47, et là on va trouver une valeur de 100 mm de mercure. Pour la dernière question, la 10e, la fraction du CO2 dans l'atmosphère est-elle égale à 0,033, 5,6 ou 14%? Donc vous avez trois chiffres. Il y a une réponse qui est fausse, c'est la dernière, 14%, puisqu'on vient de voir que 14%, ça correspond à l'oxygène. Donc il nous reste 0,3% et 5,6%. Laquelle de deux est la réponse qui est juste? Et vous savez que dans l'atmosphère, il y a moins de CO2 que dans l'air alvéolaire. Parce que dans l'air alvéolaire, le CO2 qui se trouve dans le sang, donc il va passer vers l'air alvéolaire, ce qui fait que l'espace alvéolaire il est plus chargé en CO2 que dans l'atmosphère. Cela veut dire que la réponse qui est juste, c'est la première. 0,033%. Voilà, donc là on a terminé avec le premier exercice, le premier exercice concernant les questions. Maintenant, à la deuxième exercice, c'est toujours un QCM qu'on va aussi traiter de la même façon. Alors là aussi, vous avez des questions avec 4 réponses et on vous dit de cocher la bonne réponse. Et il y a toujours une seule réponse parmi les 4. Alors, les neurones, la première, les neurones du groupe respiratoire dorsal sont liés aux nerfs phréniques et aux nerfs intercostaux externes, sont responsables de l'expiration forcée, sont des cellules pacemaker contrôlant la fréquence cardiaque, provoquent la contraction des muscles abdominaux. 4 réponses et une seule qui est juste. Alors, je procède par élimination. Je vois qu'il y a une réponse qui est complètement incohérente. Elle est fausse, c'est la troisième, puisque là, on parle de la fréquence cardiaque. Et là, c'est deux neurones qui sont impliqués dans le processus respiratoire.
Alors, la troisième, des cellules pacemaker contrôlent la fréquence cardiaque et les fausses. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le groupe respiratoire dorsal? On trouve des neurones. Et ce groupe, se trouve dans la zone bulbaire, donc au niveau du bulbe rachidien. Vous savez que dans le bulbe rachidien, il y a deux zones, ou bien deux catégories de neurones, ceux qui induisent l'inspiration et ceux qui induisent l'expiration. Les neurones qui constituent le groupe respiratoire dorsal, ce sont des neurones inspiratoires. Donc elles sont capables, elles déclenchent l'inspiration en contrôlant ou bien en contractant les muscles respiratoires, inspiratoires. Alors, ces neurones sont-ils mobilisés au cours d'une respiration normale ou bien une respiration forcée? Ils sont mobilisés surtout dans une respiration calme et normale. Donc la deuxième réponse, elle est fausse. Elles sont responsables de l'expiration forcée. Ça, c'est faux. Et vous savez que pour qu'il y ait une expiration forcée, il y a d'autres muscles qui vont intervenir pour assurer la sortie maximale de l'air des poumons. Ce sont les muscles abdominaux. Donc, logiquement, la deuxième, elle est fausse, la troisième, elle est fausse, et la dernière aussi, elle est fausse. Alors, il nous reste la première. La première, les neurones du groupe respiratoire dorsal sont liés en air phrénique et en air intercostaux externe. La première, elle est juste, parce que ce sont des neurones qui sont en liaison avec les muscles inspiratoires. Les muscles inspiratoires principaux sont le diaphragme et les muscles intercostaux externes. Et entre ces muscles et le neurone du groupe respiratoire dorsal sont reliés par des voies nerveuses, par des nerfs efférents. Le nerf qui relie ou les nerfs qui relient ces neurones au diaphragme, ce sont les nerfs phréniques. Et les nerfs qui relient ces neurones aux muscles intercostaux externes, ce sont les nerfs intercostaux externes. Donc la réponse qui est juste, c'est bien sûr, c'est la première. Deuxième question. La PO2 séquence permet de déterminer la valeur du rapport des débits alvéolaires et sanguins en fonction de l'étage pulmonaire et la valeur de la pression partielle de l'oxygène dans le liquide céphalorachidien, donne une estimation de l'affinité entre l'hémoglobine et l'oxygène, donne le taux d'hémoglobine lié à l'oxygène à une PO2 égale à 50 mm de mercure. Donc là, il faut... la question, elle est simple, c'est quoi la PO2 séquence? Et là, vous avez 4 réponses qui sont assez développées. Alors, il faut bien les décortiquer et savoir ce que c'est. Alors, définissons d'abord ce que c'est la PO2 séquence. La PO2 séquence, PO2, donc c'est la pression partielle de l'oxygène qui donne une saturation moitié de l'hémoglobine, 50%. Donc, lorsque j'ai une hémoglobine ou bien un taux d'hémoglobine qui est saturé à moitié, c'est-à-dire que l'autre moitié n'a pas encore fixé de l'oxygène, j'extrapole sur l'axe des abscisses, là où on a la PO2, on va trouver une PO2. Dans le cas normal, c'est aux alentours de 27 mm de mercure. Cette valeur-là, c'est ce qu'on appelle la PO2 séquence, c'est-à-dire c'est celle qui nous donne 50% de saturation. Donc, c'est ça la définition. Alors, en corrigeant cette question, parce que c'était un sujet d'examen, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui ont choisi la dernière réponse comme réponse juste. Elle donne le taux de l'hémoglobine lié à l'oxygène à une PO2 égale à 50 mm de mercure. Ça, c'est complètement faux, c'est une réponse piège parce qu'ils ont confondu entre 50% et 50 mm de mercure. C'est faux. Ce n'est pas le taux de l'hémoglobine qui nous donne PO2 50 mm de mercure, mais c'est la pression partielle de l'oxygène qui nous donne 50% de saturation de l'hémoglobine. Donc la dernière, elle est complètement fausse. Est-ce que la PO2 séquence permet de déterminer le rapport ventilation, donc débit alvéolaire et perfusion sanguine en haut de l'étage pulmonaire? Ça aussi, c'est faux, ça n'a rien à voir, puisque la PO2 séquence elle est liée à la saturation de l'hémoglobine en oxygène. Est-ce que c'est la valeur de la pression partielle de l'oxygène dans le liquide céphalorachidien? Pas du tout. Parce que lorsqu'on dit la pression partielle de l'oxygène dans le liquide céphalorachidien, c'est-à-dire c'est une valeur numérique, on peut la mesurer. Comment on peut mesurer la PO2 dans le sang, la PO2 dans l'alvéole, la PO2 dans le liquide céphalorachidien? C'est des valeurs mesurables. Mais la PO2 séquence, c'est une valeur théorique. Donc elle est déterminée à partir de la courbe de saturation de l'hémoglobine. Donc la première, elle est fausse.
la deuxième, elle est fausse, la quatrième est fausse, il nous reste la troisième, et elle est juste. Hein. En fait, pourquoi on calcule cette valeur théorique au niveau de la période des 50? Donc, ça permet de comparer les courbes en fonction des différentes conditions qui influencent la saturation. On avait déjà traité 4 facteurs qui peuvent déplacer la courbe de saturation vers la droite ou vers la gauche. Donc, on avait le changement de température, le changement de la concentration du poids diphosphoglycérate, le changement de la pression partielle du CO2 et aussi l'acidité, donc le pH sanguin. Alors, ces facteurs-là peuvent déplacer la courbe vers la droite ou vers la gauche. Et pour comparer les courbes, il suffit de déterminer pour chaque courbe la période de séquence, donc la témoin et l'autre qui correspond au changement, et on va comparer. Si la courbe elle est déplacée vers la droite, c'est-à-dire qu'il faut apporter plus d'oxygène pour saturer la moitié. Donc là, l'affinité elle est réduite entre l'oxygène et l'hémoglobine. Si la courbe elle est déplacée vers la gauche, là, l'affinité, il faut moins d'oxygène pour saturer la moitié. Ce qui fait que l'affinité entre oxygène et hémoglobine elle est grande. Et la réaction qui est favorisée, c'est la réaction d'association entre les deux. Hémoglobine plus O2, ça nous donne l'oxyhémoglobine. Si la courbe elle est déplacée vers la droite, l'affinité elle est réduite. La réaction qui est difficile, c'est l'association. Ou bien la réaction qui est favorisée, c'est la réaction de dissociation. Donc l'hémoglobine tend à libérer l'oxygène. Donc on va cocher la troisième réponse. Alors la suite, donc les deux dernières, c'est les chémorécepteurs périphériques détectent les variations du pH au niveau du liquide céphalorachidien, sont localisés dans la crosse aortique et le sinus carotidien, détectent les variations de la pression artérielle au niveau de la crosse aortique et le sinus carotidien, régulent la résistance périphérique totale. Donc déjà, si on lit les 4 réponses, déjà il y a 2 ou 3 réponses qui n'ont rien à voir avec la question. Elles sont complètement fausses, voire aberrantes. Hein. On parle de quoi? On parle des chémorécepteurs périphériques. Et là, parmi la réponse proposée, on vous dit que ça régule la résistance périphérique totale. Ça, c'est la pression artérielle. Donc, ça concerne non pas les chémorécepteurs, mais ça concerne les barorécepteurs. Donc, la quatrième, elle est fausse. La troisième, les chémorécepteurs détectent les variations de la pression artérielle au niveau de la crosse aortique et sinus carotidien. Là aussi, c'est complètement faux, parce que là, on parle de quoi? Dans la réponse, on parle de la pression artérielle, alors que là, ce qui régule ou ce qui détecte les variations de la pression artérielle, ce sont les barorécepteurs et ce ne sont pas les chémorécepteurs. D'accord? Sachant que les barorécepteurs et les chémorécepteurs se trouvent au même endroit, hein, donc au niveau de la crosse aortique et au niveau du sinus carotidien. Alors, les chémorécepteurs périphériques sont localisés dans la crosse aortique et les sinus carotidiens. Oui, c'est juste. Hein, donc là, il n'y a pas de. La réponse, elle est simple, c'est correct. Mais quand même, on va regarder la première réponse, hein, si elle est juste ou pas. Les chémorécepteurs détectent les variations du pH au niveau du liquide céphalorachidien. Alors, ce qui pose problème dans cette première réponse, c'est le liquide céphalorachidien. Vous savez qu'il y a 2 types de chémorécepteurs. Les chémorécepteurs périphériques, donc crosse aortique et sinus carotidien. Il y a les chémorécepteurs centraux qui se trouvent au niveau bulbaire, hein, donc là où il y a le neurone inspiratoire et expiratoire, c'est à ce niveau-là qu'on trouve les chémorécepteurs centraux. Les chémorécepteurs périphériques sont sensibles aux variations chimiques dans le plasma, donc dans le milieu sanguin, alors que les chémorécepteurs centraux sont sensibles aux variations chimiques, surtout le CO2 et donc le pH, mais au niveau du liquide céphalorachidien. Donc là, on parle de quoi? On parle des chémorécepteurs centraux ou périphériques. C'est les chémorécepteurs périphériques, donc ce sont les variations au niveau sanguin. Donc la première réponse, elle est fausse. Donc ce qui va renforcer que la deuxième réponse, c'est celle qui est juste. Dernière question. Les pressions partielles d'oxygène et de CO2 dans le sang capillaire à l'entrée des alvéoles sont 47, 5, 6, donc respectivement oxygène et CO2, 100 et 47,
40 et 5,6, 40 et 47. Donc là, il faut retenir les chiffres, il faut retenir les valeurs, il ne faut pas les mélanger. Hein, puisqu'on a vu que les pressions partielles, elles changent hein, dans l'atmosphère, dans les voies qui conduisent de l'air, dans les alvéoles, et ce n'est pas les mêmes valeurs dans le milieu sanguin. Donc là, on parle des pressions partielles d'oxygène du CO2 dans le sang. Vous savez que le sang, il va perfuser l'alvéole. Donc il y a une entrée, il y a une sortie. Le sang qui va entrer, c'est du sang qui est chargé en CO2 pauvre en oxygène. Le sang qui va ressortir, c'est du sang qui est riche en oxygène et pauvre en CO2, puisque entre les deux, il y a les échanges. Donc là, on s'intéresse le sang qui se trouve dans les capillaires à l'entrée des alvéoles. Donc c'est-à-dire c'est avant les échanges. C'est avant. Donc il est chargé en CO2 et il est pauvre en oxygène. Il est pauvre en oxygène. Donc s'il est pauvre en oxygène, je vois que déjà la deuxième réponse, elle est fausse. Hein, puisque là, on vous dit que la PO2 est égale à 100 mm de mercure. Donc ça, c'est faux, puisque celle-ci, elle est fausse. Si on regarde un petit peu les autres, pour le CO2, on a dit que du sang à l'entrée de l'alvéole, il est chargé en CO2. En CO2. Et là, lorsque vous regardez, vous avez deux valeurs du CO2 où on a 5,6. 5,6 mm de mercure. Par rapport à 47, c'est rien. Hein. Nous, on a dit que c'est du sang qui est chargé en CO2. Ce qui va éliminer automatiquement la première et la troisième en plus de la deuxième. Donc, ce qui nous reste, c'est la dernière réponse qui est juste. Donc, on va vérifier. C'est du sang qui est pauvre en oxygène et qui est chargé en CO2. C'est du sang qui va faire les échanges. Donc, lorsque ce sang avec ses pressions partielles va arriver au niveau des alvéoles, dans l'alvéole, la pression de l'oxygène, c'est 100 mm de mercure. Donc, l'oxygène va passer de l'alvéole vers le sang. Donc, on n'aura plus 40, mais on aura 100 à la sortie de l'alvéole. Et puisque c'est du sang qui est chargé en CO2, donc 47 dans le sang, et il y a moins de CO2 dans l'alvéole, donc le CO2 va quitter le milieu sanguin vers le milieu alvéolaire. Donc la réponse qui est juste, c'est bien sûr la dernière. Alors, avec ceci, donc, on a terminé ces deux exercices. Donc, pour la prochaine fois, on va enregistrer 2 autres séries ou 3. Et dans chaque série, on va traiter un exercice concernant la physiologie respiratoire. Voilà, je vous remercie de votre patience.